À la fin du XVe siècle, deux navigateurs portugais s'approchent d'îles inconnues. Perdu au croisement de l'équateur et du méridien de Greenwich, l'archipel de Sao Tomé et Principe apparaît comme un mirage au milieu de l'océan. Ce territoire baigne au creux de l'Afrique de l'Ouest, au large du Gabon. Pendant des siècles, ce bout de terre a été la plaque tournante de la traite des esclaves et du travail forcé. Sur d'immenses plantations, l'Empire a imposé un système d'exploitation de la canne à sucre, puis du café et surtout du cacao. Les colons portugais ont quitté Sao Tomé en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les élégantes bâtisses des exploitations agricoles, elles, sont restées. Elles plient sous le poids du passé. On les appelle ici les roças. Quand on plonge entre leurs murs décrépits, les souvenirs ressurgissent. Leurs noms bucoliques tranchent avec leur histoire. Porto Alegre, Fraternidad, Novo Destino, Saudade. Des centaines de familles s'y sont réfugiées aujourd'hui. Nous sommes partis à leur rencontre, découvrir ces habitants tiraillés entre cet héritage encombrant et un avenir qu'ils tentent de construire. Sous l'ère coloniale, les Portugais ont importé le théâtre pour se divertir. Les esclaves santoméens s'en sont réappropriés les codes au fil du temps et en ont fait un art burlesque unique au monde, le chiloli. Je vous présente tout mon respect, mon ami Infante Valdovino. Et moi, je vous présente mon respect et ma confiance. Je suis venu pour vous inviter à la chasse. Quand? Maintenant. Mon page, occupe-toi des chevaux pendant la chasse. Cette pièce débute par un meurtre au cœur de la forêt. L'assassin est riche, influent et intouchable. Il symbolise le maître qui possède tous les droits. La victime, elle, représente le peuple, asservi. Derrière ces airs carnavalesques, le chiloli est en fait un long plaidoyer pour la justice et une dénonciation de l'esclavage. Ce spectacle nous raconte l'histoire de Sao Tomé et Principe, l'histoire d'un peuple qui dépasse sa condition et qui se libère. Aujourd'hui émancipé du joug portugais, ce peuple africain parviendra-t-il enfin à panser les plaies de la colonisation et prendre son destin en main ? Chico Parawera we, Chico Parawera wa, Chico Parawera we, Parawera we, Parawera wa. A dor de uma mãe escrava, a ver seu filho se afastar, vendido para uma fazenda como se ele fosse uma espécie de animal. Simbora, Chico. Chico Parawera wa, Chico Parawera we, Parawera we, Parawera wa. A dor do pai era mais forte, mas nada podia fazer do que se ajoelhar na terra
pedi para Deus que queria morrer. Je m'appelle Erlander, mon nom de famille est Chantre. Dans les cours de capoeira, je suis connu comme Pandelech. J'ai 27 ans et j'habite à Boa Entrada. C'est ici, dans cette roça, que je donne mes cours. J'habite là depuis maintenant 5 ans. C'est la capoeira qui m'a amené ici. Voir des enfants qui veulent apprendre la capoeira, c'est ce qui me motive le plus. Quand l'un d'entre eux vient me voir et me dit « Pandé, apprenez-moi », moi, je ne peux pas lui refuser, alors je le prends dans le groupe. Moi, j'ai tout appris avec mon professeur et c'est pour cela que pour être un bon entraîneur, il faut apprendre à travailler avant tout avec les enfants. Ça, c'était la maison où habitaient les seigneurs, les maîtres, il y a très longtemps. Avec le temps, les gens d'ici ont commencé à utiliser certaines pièces de la maison pour ne pas les laisser à l'abandon. Ils ont commencé à les investir. C'est comme ça que tout a commencé. Il faut mettre l'éducation par-dessus tout. Ne pas manquer de respect aux anciens, respecter son père et sa mère à la maison. Tout ça fait partie des enseignements de la capoeira. La capoeira sert à éduquer. Par exemple, il est inimaginable qu'un élève vienne à manquer de respect à qui que ce soit. Ce n'est pas possible. L'avenir, il n'y a que Dieu qui le connaisse. Tout est entre ses mains. Moi, tout ce que je veux faire, je le fais pour cette génération et pour la génération future. Quoi qu'il en soit, je m'en remets à Dieu. Je m'appelle Ray Lopez. J'ai 13 ans. Mon père est mototaxi et ma mère est vendeuse. Elle est commerçante. Moi, j'aime écouter de la musique et jouer du berimbau. Mon nom de capoeira est Salvagem. Mon professeur m'a donné ce surnom car il a vu que j'avais le même style qu'un autre élève brésilien qui porte ce nom. Mon mouvement préféré est la rasteira dupla. Il faut fermer les pieds avant de retomber au sol, ça c'est cool. Moi, je voudrais voyager en faisant de la capoeira. Les roças sont de grandes plantations constituées de terres cultivées et d'habitations construites sur les lieux mêmes de production. Elles visaient l'autosuffisance et sont devenues, avec le temps, de véritables communautés. Les élégantes maisons des patrons et contremaîtres, inoccupées depuis l'indépendance en 1975, contrastent avec les comboyos, ces bâtiments étroits et alignés où habitent les ouvriers de la roças. C'est ici que vit Ray avec sa famille. Pelo que parece, estão tentando salvar o Chacon. Parece que ele será uma testemunha no julgamento. Julgamento contra quem? Essa pergunta é desnecessária, patroa. Hoje em dia, todo mundo sabe que a cabeça que tem um valor mais alto... Aïe! Oi! Viens, il faut aller à l'école.
Sao Tomé et Principe apprend à se construire et mise beaucoup sur la nouvelle génération. Le pays est un État jeune, près de la moitié de la population a moins de 20 ans. Ces enfants de paysans ou de petits commerçants comme Rai quittent leur roça à la mi-journée pour s'instruire, lire ou compter. Le taux de scolarisation de l'île atteint quasiment 100% à l'école primaire. Il y a quoi comme cours aujourd'hui? Maths, français... Ah non, pas français. Écologie. Moi, je suis meilleure que lui en géographie. Qui c'est qui est meilleur en géographie? Toi, t'es meilleur que moi en quoi? Bon, en capoeira, c'est vrai, c'est lui le meilleur. Hein? Tiens. Bon après-midi à tous. Asseyez-vous. Que savez-vous sur l'esclavage à Sao Tomé? L'esclavage, est-ce que c'est un mot difficile, le mot esclavage? Est-ce un mot dont vous maîtrisez le sens? Rai, dis-nous. Que sais-tu? Vas-y. C'était un travail très dur. Et en échange, il n'y avait pas de salaire ni rien. Ils étaient tout le temps affamés. Et s'ils s'arrêtaient de travailler, c'était des coups de fouet. Ok, merci. Continuons. On va encore parler de Sao Tomé et Principe. Vous savez qu'il existait différents types de roças. Roça Augustino Neto, Roça Boa Entrada, Roça Bela Vista. Mais qu'est-ce qu'une roça? C'est quoi exactement? La roça, c'était ce que les Portugais utilisaient pour faire tourner les plantations de cacao et les plantations de café. Les roças étaient les lieux où les Portugais plantaient le café et le cacao. Mais comment étaient ces plantations? Étaient-ce des petits ou des grands domaines? De par sa situation géographique, les puissances européennes ont fait de Sao Tomé un laboratoire dès le XVe siècle. L'homme noir exploité dans la canne à sucre, une première dans l'histoire. Le modèle sera reproduit dans toute la Caraïbe. Jusqu'au XIXe siècle, pendant que les Portugais règnent en maître sur la traite négrière mondiale, l'ensemble de la société repose sur le commerce de captifs. Ces décennies marqueront le pays au fer rouge. Une fois l'esclavage aboli en 1876, l'Empire a besoin de nouveaux bras pour cultiver ses territoires exotiques. Des travailleurs sous contrat viennent d'Angola, du Mozambique et du Cap-Vert pour désormais cultiver le café et surtout le cacao. Ces serviteurs, comme on les appelle, travaillent plus de 14 heures par jour dans des conditions de labeur extrêmes. Une main-d'œuvre corvéable à merci. Le système est si efficace qu'au début du siècle dernier, Sao Tomé et Principe devient le premier exportateur de cacao au monde. Voilà l'amertume que cache le doux surnom des îles Chocolat. Mais la communauté internationale critique cet esclavage dissimulé et le Portugal doit rendre des comptes. Pour redorer son image, il construit dans les roças des écoles, des églises et surtout des hôpitaux. Des structures inimaginables dans le reste de l'Afrique qui fonctionneront jusqu'à l'indépendance du pays. Depuis, elles subissent inexorablement les affres du temps et la nature semble prendre possession de ces ruines.
Le chemin du train passait par là et jusqu'à Quintal. C'est le chemin privé de la Roça Boa Entrada. La richesse des pauvres de Sao Tomé, c'est le cacao et le café. Quand les gens ont envie de manger du cacao, ils viennent le cueillir et le manger. Ou bien quand c'est le moment de la cueillette, les gens viennent, ils coupent le cacao en deux et le vendent. C'est notre richesse, comme un diamant brut. Je suis Luís Mário Almeida. Je suis santoméen. Je suis né en 1961. Mon enfance, c'était la fin de l'ère coloniale. Avant, c'était l'époque des Portugais et après, il y a eu l'indépendance. Et moi, j'étais encore assez jeune. Donc mon enfance a été une enfance d'une certaine façon triste et heureuse à la fois. Je dis triste parce qu'à cette époque-là, nous étions fils d'immigrés venus travailler sous contrat. On vivait dans une roça, notre maison était toute petite. Il y avait un contraste avec le patron qui avait une grande maison et peu d'enfants. Nous étions une famille nombreuse. Mes parents dormaient dans un grand lit et nous, avec mes frères, nous dormions par terre. Mes parents sont arrivés dans les années 50. Mon père était analphabète. Et il n'a jamais su me dire quel était son âge et qui était son père. Il n'a jamais su dire qui était sa mère. Il n'a jamais su dire ce qui l'a amené à Sao Tomé. De nombreux Capverdiens qui fuyaient la sécheresse et la pauvreté de leur pays ont remplacé les esclaves dans les roças de Sao Tomé. La plupart ne sont jamais rentrés. La roça était structurée. Il y avait les grandes roças, des grandes compagnies et de plus petites, de moyennes entreprises. À un moment donné, il n'y avait plus suffisamment de foros, la main-d'œuvre locale. Donc pour beaucoup de roças, à l'époque des contrats, on en faisait venir du Cap-Vert, d'Angola et du Moçambique. Les roças étaient organisées de telle manière. Le siège où se trouvait l'administrateur, la comptabilité et tout le système de gestion et les gros entrepôts. Il y avait des dépendances qui étaient des plus petites exploitations, entre 50 et 300 hectares, avec environ 300 travailleurs, gérés par un maître, et un contremaître différent pour les hommes et les femmes. Ces roças produisaient le cacao et le café, qui ensuite étaient transférés au siège central pour être traités, séchés et enfin exportés.
Je suis directeur exécutif d'une coopérative d'exportation de café biologique. L'univers du café me passionne depuis toujours. Tout petit, je venais là pour être en contact avec le café et les producteurs, et je posais des tas de questions. Ces petits wagons apportaient le cacao de la fermentation au séchage. J'ai joué ici. J'ai connu cet endroit rempli de café. Les gens travaillaient beaucoup d'heures sans interruption. Pour s'occuper du four, il y en a même qui dormaient ici. Ils ne faisaient que travailler. Les conditions de travail, vous savez, elles étaient proches de l'exploitation. J'ai connu une dame qui habitait ici pendant l'époque coloniale. Elle travaillait dans la maison du patron, et quand elle est revenue ici longtemps après, elle était si triste de voir tout ça en ruine qu'elle en a pleuré, et elle a décidé de ne plus jamais revenir à Monte-Café. C'est normal que l'on puisse être aussi choqué. D'une certaine manière, nos parents n'ont pas perdu d'argent, mais ils ont donné leur sang pour tout ça, pour construire tout ça. Et nous, on le laisse se dégrader ? Les Santoméens ont laissé derrière eux des siècles de travail forcé et aujourd'hui tentent de se réapproprier les lieux. Mais il leur faut du temps, car les stigmates de la colonisation demeurent dans les roças, dans les champs comme dans les esprits. Empenhado na produção, sem trabalho não há produção, sem produção não há alimento, e como havemos de passar. Avante, pioneiro, avante, com o livro também se produz. Avante, pioneiro, avante. Com o livro também se produz. Todos já são conscientes que sem trabalho não há produção. Sem produção. Combien de kilos tu penses ramasser? Jusqu'à aujourd'hui, en tout, je pense pouvoir faire jusqu'à 500 kilos. Oui, minimum 500. Et c'est même possible que je dépasse les 500 kilos. Si c'est le cas, c'est bon pour nous. Le premier jour, j'ai très peu ramassé. Le deuxième jour, j'ai dû faire environ 20 kilos. Et aujourd'hui, j'ai encore fait un sac là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va approcher les 70 kilos alors. En ce moment, on est l'un des plus importants producteurs de café Robusta et Arabica. Je coordonne l'équipe composée de techniciens agricoles. Le technicien doit apprendre aux agriculteurs comment bien cueillir le café. Par exemple, on doit cueillir uniquement du café bien mûr. Il ne faut pas cueillir du café vert, parce que ça peut nuire à toute la production. Les conditions de vie des gens qui travaillaient dans les roças étaient très difficiles. Je l'ai vu. Comme mes copains de l'époque commençaient à travailler dès l'âge de 7 ans, ils sont pour la plupart analphabètes aujourd'hui.
Moi, j'ai eu la chance d'être allé au lycée agricole. Je voulais devenir maître ou contremaître. Ça m'a vraiment marqué car la discipline y était quasi militaire. Je veux dire, on portait les uniformes de la guerre du Biafra. Les uniformes donnés par les Portugais. Il y a beaucoup de café vert là, beaucoup. Ce café est prêt? Oui, celui-là, il est bon. Mais il y a trop de café vert là. Vous ne l'avez pas vu? Certains producteurs sont jeunes et n'ont pas encore appris à faire une bonne sélection. Il y a des variétés qui mûrissent plus vite que d'autres. Parfois, ils confondent la variété jaune avec la verte. Ça arrive qu'ils fassent cette erreur. Nous cultivons du café noir dans un environnement sain. C'est une culture biologique, sans utilisation de produits chimiques. On le traite avec l'eau d'ici. C'est de l'eau potable et de bonne qualité. Et autre chose, notre café est cultivé sur des terres volcaniques. Tous ces facteurs sont déterminants pour obtenir une excellente qualité de café. Obo, ça vient du mot français le bois, madeira. Car vous savez qu'ici, il y avait une colonie française, non? Et c'est ici, ce parc Obo, que nous considérons être l'âme de São Tomé. Parce que c'est la source de l'eau, de la pluie, des aliments. On y trouve aussi des médicaments. Et c'est dans ce même parc que nos croyances sont nées. Les gens avaient peur de l'Obo, car c'est ici que vivaient les fugitifs. Les fugitifs étaient ceux qui étaient venus travailler sous contrat, et d'autres qui avaient été capturés en Angola, au Mozambique. Mais ils n'avaient pas accepté l'esclavage, ni le fait d'être maltraités. Donc ils se sont opposés aux ordres des colons et se sont enfuis. Ils vivaient dans la forêt, une forêt inaccessible, éloignée, et ils étaient poursuivis par la police portugaise. À l'époque, ma génération a été une des dernières à croiser encore des fugitifs. On pensait qu'ils étaient méchants, qu'ils se réfugiaient dans les bois, qu'ils voulaient nous tuer, nous violer. Et à cause de tout ça, tout le monde avait peur. Et il y avait des endroits où on nous disait « Faites attention là-bas, les fugitifs dorment ». Du coup, les gens passaient par là avec crainte. On ne connaissait pas leur histoire, ni la raison de leur fuite. On voulait nous faire croire qu'ils étaient dangereux et violents. Mais en réalité, ils étaient courageux. Parce que pour vivre retranché dans une forêt comme celle-ci, sans rien, il faut avoir du courage.
Le 12 juillet 1975, la colonisation prend fin et Sao Tomé proclame son indépendance. Le nouveau pouvoir en place instaure un régime marxiste. Il nationalise les plantations et distribue les parcelles aux habitants. Un vent de liberté souffle sur tout le pays. Mais l'euphorie est de courte durée. La planification de l'économie et une distribution des terres déséquilibrée creusent les inégalités sociales et nuit à la production. En 10 ans, l'exportation de cacao est divisée par 3. Le communisme santoméen ne fonctionne pas et la paysannerie en est la grande perdante. L'État décide donc de libéraliser l'économie. Depuis, le plus petit pays d'Afrique fait le difficile apprentissage de la mondialisation. Cette situation économiquement fragile ne favorise pas toujours la liberté d'expression. Le chanteur Augusto et son groupe Les Descendants en ont fait l'amère expérience. Je suis originaire d'ici, José Augusto Pereira Vieira, chanteur du groupe Les Descendants. Mais en plus de la musique, j'ai rêvé de faire de la politique ou de devenir un représentant de ce pays. Nous, les descendants, nous avions comme objectif d'aider la société en tant que jeunes, d'agir dans l'éducation, dans le domaine de l'instruction. On a essayé d'attirer l'attention du gouvernement pour qu'il se concentre davantage sur le peuple, sur la jeunesse. On voulait aider. La musique sert à ça, à aider le gouvernement à prendre conscience de ce qui ne va pas. Nous sommes comme des députés, des représentants culturels de la nation, du peuple. On est là pour faire passer un message. Les musiciens ici n'ont pas de ressources ni de moyens. Il n'y a pas de grosses scènes. C'est dur de gagner de l'argent. Alors nous nous sommes serrés la ceinture pour mettre de l'argent de côté. On a réuni toutes nos économies, on est parti au Portugal pour enregistrer un disque, Fora daqui, Ficher le camp. Ce disque a eu la malchance de sortir pile au moment des élections. Parce qu'ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Il n'y a pas de liberté d'expression, ici c'est l'Afrique, c'est une île. Santo messa chalicua, ela não chaliqueza, mano e que qua cuscafata. Quem vem pra confusão, aí ué, fora daqui. Quem vem para caçar, aí ué, fora daqui. Quem faz filho não assume, aí ué, fora daqui. Aí ué, fora daqui. Après cette chanson, on a eu des retours négatifs. Ça a été mal interprété. Nous n'avons plus eu les mêmes opportunités que par le passé. Auparavant, nous étions un groupe tout le temps invité lors de spectacles, d'événements, dans des fêtes. À partir de là, on n'a plus vraiment eu de vraies opportunités. Les gens nous demandent dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe avec votre groupe? Vous ne faites plus de disques, vous ne jouez plus? Si, en fait, on joue, toujours, mais on n'a plus la chance de se produire. De mostrar o que fizemos. Il faut nettoyer toute cette canne à sucre et ce bananier. Hoje é o fim de semana, eu quero divertir, eu quero é curtir numa boa. Hoje vou bazar pra minha zona. On a appris cela avec nos ancêtres. Moi, j'ai appris avec mon grand-père sur son champ de canne à sucre. J'ai appris la fabrication de l'eau-de-vie avec mes amis Johnson, Folia, Loulou. Ils avaient déjà un champ à eux et moi, j'étais le dernier à en acquérir un. Eux, ils m'ont encouragé à en chercher et je suis content aujourd'hui. En plus de mon métier à la télévision, il y a toujours le travail des champs. C'est de là que tout est parti pour nous, les descendants. À l'époque, on n'avait pas de moyens financiers pour enregistrer un disque. On réunissait l'argent que chacun gagnait grâce au travail des champs. On devait couper de la canne à sucre
pour en faire de l'eau de vie pour pouvoir sortir notre premier, notre deuxième et notre troisième morceau. On a réuni l'argent grâce au commerce de l'eau de vie pour pouvoir enregistrer les instrumentaux. Mes grands-parents, à l'époque, ont été amenés ici pour travailler à la Roça Rio Duro. Ma mère avait 6 ans. C'est ici que mon père et ma mère se sont rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mariés. Voilà pourquoi je suis ici, José Augusto Pereira Vieira, plus connu comme Augusto d'Agostinho Neto, de la Roça Agostinho Neto. Oh, voilà mon père. Voici mon père et ma mère. Ma mère a été le pilier de mon éducation. C'est elle qui m'a tout donné, qui a travaillé dur dans les roças, dans le cacao, dans les plantations pour pouvoir m'envoyer à l'école, pour payer les factures, mes vêtements, mes chaussures, non seulement à moi, mais à tous mes frères. Ma mère est vraiment le pilier, elle est tout dans ma vie. Ici, il y a toutes les archives de mon histoire musicale et personnelle, de mon groupe, les descendants, de ma famille. Ces histoires, non seulement sont celles de ma mère et de mon père, mais aussi celles de la Roça, l'histoire des gens qui sont venus sous contrat, l'histoire du quotidien. Tout cela a contribué à développer encore plus ma passion pour la musique. C'est tout cela qui m'a poussé à écrire. Nous avons fait des morceaux qui parlent de l'histoire et de l'immigration. Voici l'ancienne Roça Agostinho Neto, avec ma tante et mon oncle. Regardez comme elle était belle à l'époque. Et moi je rêve un jour, avant de mourir, de la voir à nouveau comme cela. On est sur le chemin de l'hôpital, là où étaient soignés les malades de cette Roça. Mais c'était aussi l'un des plus importants hôpitaux du pays. Le célèbre et triste hôpital où je suis né, où tous mes collègues des descendants sont nés, où dans les années 80-90 sont nés quasiment tous les jeunes de São Tomé. Les Portugais sont partis brutalement après l'indépendance. Il n'y a pas eu de période de transition et aucun personnel qualifié n'est resté pour faire fonctionner les grandes infrastructures du pays. Même s'il était un symbole de la colonisation, l'hôpital d'Agostinho Neto était considéré comme un monument national par les Santoméens. Désormais, c'est un immense édifice en ruine. C'est très triste. Quand je rentre ici, ça me donne envie de pleurer. Je vois cet hôpital où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai vu tellement de choses. Ça me donne envie de pleurer. C'est très triste, vraiment.
Je me souviens quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai été hospitalisé ici à cause de la malaria. C'est pas un mauvais souvenir, car j'ai été bien soigné avec de bons traitements et heureusement en 3-4 jours j'étais guéri. Et c'est pour ça que ça me rend triste de le voir dans cet état. Dans le passé, il y avait une structure qui fonctionnait et qui s'occupait d'entretenir notre patrimoine public. Il y avait du travail, les gens étaient occupés dans les plantations de cacao, dans les champs de canne à sucre. Bref, il y avait du boulot. Aujourd'hui, regardez dans quel état c'est. Qui en voudrait? C'est pour cette raison que les gens comparent le présent et le passé. Aujourd'hui, on a des avantages que l'on n'avait pas à l'époque. Mais pour moi, il y a de bonnes choses à prendre dans le passé. La musique vient de l'âme. J'écoutais de la musique à la maison grâce à mes parents. Mon père à l'époque avait un tourne-disque et il écoutait beaucoup de musique capverdienne. Moi je l'avais déjà dans l'âme. J'aimais déjà cette musique. Ensuite j'ai commencé le catéchisme dans une église catholique. Et tous les enfants, moi le premier, on était choristes. C'est là qu'on a appris la subtilité du chant des notes. C'est là qu'on a pris confiance. On s'est rendu compte qu'on avait du talent et qu'on devait en faire quelque chose. Salut, comment tu vas? On est amis depuis l'enfance et on aimait déjà jouer des petits morceaux avec des guitares, avec des cordes de bananier. C'est là qu'est né notre amour pour la musique. Le groupe est composé de 5 éléments. On s'appelle les descendants, car nous sommes des enfants de parents capverdiens, de parents angolais et d'autres de parents santoméens. Viens, on essaye de reprendre celle qu'on faisait avec les descendants. Por que razão? Ó povo, ó meu povo, até quando? Até quando o sofrimento deste povo que luta tanto para sobreviver, enquanto os grandes gafanhotos só querem comer à custa do povo trabalhador que sofre, que labuta. É triste, meu Deus. Até quando, meu Senhor? Até quando meu povo vai parar de sofrer? Até quando, meu Deus? Que oh yeah, oh yeah. Vejo tudo isso por que razão? Vejo a política sem explicação. Eu não sei por que essa exagerada inflação. Eu não sei por que essa exagerada inflação. E uma ignorância. Dans le sud de l'île se trouve le royaume des Angolares. Ils seraient les descendants directs d'esclaves affranchis. Ce peuple a toujours refusé la servitude face à l'autorité portugaise. Il s'est tenu à l'écart du système des Rosas.
ce qui lui a valu une réputation rebelle et libre, voire même un peu sauvage. Une sorte de village d'irréductibles très attaché à son bonheur. Bisca livre! Aujourd'hui, cette communauté de pêcheurs vit pacifiquement sur la côte sud-est du pays. Je m'appelle Aladim dos Santos, surnommé Didi. J'ai 36 ans. Ici, on est à Porto Alegre. Alors pourquoi ce nom? Parce que c'est une localité qui apporte l'allégresse, le bonheur. C'est pour ça qu'elle s'appelle Porto Alegre. J'ai commencé à pêcher quand j'avais 12 ans. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé la pêche en apnée. Mes grands-parents m'ont raconté ce qui se passait à l'époque de l'esclavage. Au départ, je me suis senti triste. Mais juste après, j'ai eu un sentiment de peur aussi. Les deux sentiments ne faisaient qu'un, la peur et la tristesse. Parce que ça m'a fait vraiment de la peine d'entendre ces histoires des gens qui ont travaillé à cette époque-là. Les gens travaillaient et ils sacrifiaient tout. Personnellement, je pense que les habitants de Sao Tomé doivent être libres. Ils doivent avoir un emploi. Mais ils doivent être libres, aujourd'hui avant tout. Dans ce nouvel acte du Chiloli, la famille de la victime vient demander justice et présenter le cercueil à la cour. Ses membres dansent, mais les apparences sont trompeuses. Il ne s'agit pas ici de joie ni d'excitation, mais d'un règlement de compte. Cette famille représente le peuple santoméen fragile, impuissant et pauvre face à la puissance coloniale. Dans ce théâtre réapproprié, le peuple se mobilise et se rebelle. Le Chiloli est un exutoire,
On y découvre, entre les notes, la violence et les traumatismes de la colonisation. L'assassin arrive, il parade, sûr d'être protégé par son rang social. Il doit faire face aux accusations et répondre de ses actes. La cour est en place, le procès peut commencer. Les Angolares ont été chassés et repoussés par les Portugais au sud de l'île au XIXe siècle. C'est donc par nécessité qu'ils sont devenus des pêcheurs en apnée, au filet ou à la ligne. Certains naviguent encore sur des dongos, des pirogues construites dans des troncs de mûrier ou de fromager. À Porto Alegre, toute l'économie de la communauté tourne autour de la pêche. Mon père est pêcheur. Il m'a mis aussi sur un bateau. J'ai appris à pêcher, mais ça a été difficile. Parce qu'au début, je n'aimais pas du tout. J'ai dû m'accrocher car c'était la seule chose que je pouvais faire. On est parti pêcher du coelho. Et maintenant, on va vendre ça aux marieuses. Puisqu'on est sorti en mer à 3, en ajoutant les sous de l'essence, on doit tout partager en 4 avec le propriétaire du bateau. Moi, mon copain, on partage tout l'argent en 4. Pour l'instant, je n'ai pas encore assez d'argent pour investir dans du matériel, parce que c'est trop cher. J'ai le projet d'acheter un jour mon propre équipement, soit un moteur, soit un canoë, soit un bateau, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Le peu que je gagne, ce n'est pas suffisant pour m'assurer un avenir. Car j'ai des enfants qui vont à l'école. Et je n'ai pas encore préparé leur avenir. Je gagne très peu d'argent pour le travail que je fais. En gros, quand on a un seul boulot, on finit par travailler uniquement pour manger. Si tu es pêcheur, essaye de t'acheter un champ ou trouve-toi un autre boulot pour compléter la pêche. Car la pêche, franchement, c'est sportif et c'est aléatoire. Ce n'est pas tous les jours que tu vas réussir à gagner suffisamment pour les besoins de ta famille.
À mon âge, je suis pêcheur et je vends aussi du carburant. Pour résumer, je ne vis pas mal. Même si je ne gagne pas beaucoup, j'arrive à mettre un tout petit peu de côté pour mes vieux jours. Un jour, dans la rue, il y avait un groupe de jeunes qui discutaient entre eux de trucs qui n'avaient pas trop de sens. Je me suis permis de les interrompre et je me suis mis à discuter avec eux. Il fallait qu'on trouve une idée pour réhabiliter notre localité de Porto Alegre, notre district. Il fallait faire quelque chose, créer une association. Aujourd'hui, cette association existe et je suis président et elle compte 46 jeunes d'ici. Je suis en train de ramasser les tripes du poisson. Je sais que ça pollue, c'est pour ça que je nettoie la plage. Ça peut être très nocif pour moi et pour mes enfants. On fait tout ça bénévolement, vous savez. En nous voyant travailler comme ça, d'autres personnes viennent prêter main forte, car on a tous des enfants. Certaines roças ont été aujourd'hui réhabilitées. L'enfance de beaucoup de Santoméens a été marquée par l'expérience du travail forcé. Les conditions étaient dures, mais lorsque les anciens habitants comme Philippa reviennent dans les roças, les souvenirs ressurgissent, parfois aussi la nostalgie. On est ici dans une roça, la roça Rio Lessa. C'est la roça de mon enfance. Je m'appelle Philippa Quaresma. J'ai 47 ans, je suis assistante sociale. Moi, je préférerais vivre ici que dans une grande ville grouillante de monde. La roça est un lieu beaucoup plus calme, où on arrive à surveiller ses enfants, à leur donner une meilleure éducation, parce qu'on est loin de la société qui manque de discipline. Ici, c'était la maison des patrons. Les Blancs vivaient ici. Mon père faisait la sélection du cacao et il le mettait dans le feu. Et moi, je venais en courant en douce piquer du cacao pour le mâcher. Qui l'aurait cru? Je me sens fière et heureuse. Je me sens comme un maître. C'est toujours un rêve d'être maître.
J'ai l'impression d'être au paradis. Sao Tomé est un des territoires les moins développés de la planète. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et le pays semble parfois livré à lui-même. Cette situation économique confère dans la société une place restreinte à la femme santoméenne, qui doit gérer l'éducation de nombreux enfants dans des conditions de vie souvent précaires. Les femmes sont pourtant tout aussi scolarisées et alphabétisées que les hommes, mais elles sont ensuite bien plus touchées par le chômage et la pauvreté. Ici, la plupart des femmes restent au foyer. Elles s'occupent de la maison. J'ai commencé à aider les mères les plus démunies pour faire en sorte qu'elles arrivent à gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille et améliorer un peu leur vie quotidienne. La direction de la protection sociale vient sur le terrain pour examiner leurs conditions de vie et fixer le montant de l'allocation trimestrielle. Cette allocation n'est pas suffisante pour qu'une personne pauvre puisse réellement s'en sortir. Excusez-moi, je peux entrer? Quel âge as-tu? 47? Non, j'ai 46. Tu es la mère de 4 enfants? Non, j'en ai 6, dont 2 qui sont déjà très grands. Donc, tu as 6 enfants. Ici à Sao Tomé, ce sont toujours les mères qui s'occupent des enfants. Les pères ne leur prêtent aucune attention. Les pères, quand ils habitent encore à la maison, donnent parfois de l'argent pour leurs enfants. Mais ils partent travailler et ne reviennent à la maison que pour manger, se préparer et ressortir faire leur vie. Ce sont vraiment les mères qui consacrent leur vie aux enfants, ici, à Sao Tomé. Le père de mes enfants, par exemple, est parti en Angola, il y a 8 ans déjà. Il n'est même pas venu une seule fois les voir. Il n'a pas appelé une seule fois, c'est très dur, c'est difficile ici. Je n'ai pas de champ à cultiver, je n'ai pas de travail, j'ai des enfants. C'est dur. Pour aller travailler au champ, quand on m'appelle, il faut que je monte tout là-haut sur la montagne. Alors les week-ends, je prends les enfants et je monte. En réalité, la nourriture à Sao Tomé est très chère. Et comme les salaires sont très bas, la population ne peut pas subvenir à ses besoins. Il est difficile de convaincre tous les habitants de Sao Tomé et Principe de limiter les naissances. Certains maris n'acceptent même pas que leurs femmes participent au programme du planning familial. Moi, je discute avec eux. Je veux vraiment qu'ils comprennent que s'ils veulent une vie meilleure, il faut avoir moins d'enfants. Avoir une famille moins nombreuse, cela leur permettra d'aider mieux leurs enfants. Ils s'en sortiront mieux dans la vie.
Dans d'autres endroits de l'île, une petite révolution s'opère. Des roças sont utilisés par les Santoméens pour faire du commerce. Je m'appelle Francisco Ramos, j'ai 53 ans, je suis marié, je suis ingénieur agronome. D'une certaine façon, les gens qui habitaient dans la Roça n'étaient pas considérés au même titre que ceux qui travaillaient dans la fonction publique. Malgré le temps, cette mentalité est restée. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vivent dans la Roça sont considérés comme des familles de pauvres. Mais un jour ou l'autre, cette mentalité disparaîtra. Les gens qui vivent dans la Roça seront capables de démontrer ce qu'ils valent pour montrer à ceux qui habitent la ville qu'eux aussi ont de la valeur. Le poivre est une culture qui rapporte de l'argent. Et ça donne de la motivation aux agriculteurs. Nous avons commencé à 5 et aujourd'hui, nous sommes 163 producteurs. Nous avons l'État qui apporte les infrastructures, on a les producteurs qui rapportent la matière première, et nous avons le secteur privé qui achète le produit fini. Par conséquent, ce partenariat nous donne des garanties. Et ça montre que le poivre peut aider à lutter contre la pauvreté. Moi, je peux enfin rêver au lendemain. Je vois l'avenir devant moi. Moi qui n'avais rien, je commence à avoir un avenir plus sûr. Allô? Bon. Oui, comment ça va? Ok. Et je pense qu'il y a une réunion de la direction aujourd'hui. Et après ça, on vous en dira plus. Merci. Muito obrigado. On est dans l'ancienne Roça Rio Lima. Et aujourd'hui, grâce à la production de poivre, elle est en train de renaître. Là, ils sont en train de traiter le poivre blanc. Le poivre a été trempé dans l'eau pendant 10 jours.
On l'a retiré de cette eau et les femmes sont en train de le laver. Une fois lavé, il ira directement au séchoir. Tá aqui. Isso aí. Presque 93 kilos. Vous avez fait tout ça. Pour moi, c'est très bien. On va plonger le poivre dans une eau à 90 degrés pour faciliter la fermentation. Nous utilisons des coques de noix de coco comme combustible. Ça nous permet de limiter la coupe des arbres et de réduire notre impact sur l'environnement. Ça y est. Donc, on le met dans l'eau bouillante pour le chauffer, on l'égoutte, on le met dans la chambre noire et ensuite on le fait sécher. Ce sont les 4 étapes fondamentales pour le traitement du poivre noir. Là, tu peux commencer à mettre la récolte de Santa Clara. À l'époque, c'est ici qu'habitait le maître. Nous essayons de négocier pour que le lieu soit cédé à la coopérative. Cette roça a certes été abandonnée, mais il y a une coopérative qui a une dynamique aujourd'hui. C'est une opportunité pour en faire une roça pilote. C'est une roça qui était déjà très riche dans le passé. Et on veut faire revivre tout ça. Francisco gère l'ensemble de la filière de poivre santoméenne. Il part aujourd'hui sur l'île de Principe aider de nouveaux cultivateurs. Principe, c'est la petite sœur de Sao Tomé, brute et préservée. Avec son air de jardin d'Éden, l'île a des allures de renaissance. Les roças se nomment ici Bella Vista, Pacienza, Sundi ou Porto Real. Ce confetti volcanique est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Il est classé depuis 2012 réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Ici, le temps semble s'être arrêté. La nature est omniprésente
et la pluie généreuse fait pousser une multitude de plantes endémiques. Le poivre est cultivé sur l'île depuis une dizaine d'années. Une épice qui nécessite beaucoup de soins et d'attention. Picho, viens voir. Cette branche, c'est une branche productrice. Il ne faut pas la couper. Celle-ci est productrice, tu vois. Après, il faut que tu l'attaches très près. Foi posto muito perto. Muito perto. É? Dança de lado, de lado, de lado, de lado. Pé, pé. Esse trabalho você tem que fazer. Si tu ne fais pas ce travail, tu n'avanceras pas. Allez, on va voir un autre plan. Cet agriculteur a demandé de l'aide. Il a des difficultés dans sa plantation et moi, je suis venu voir quelles étaient ses difficultés et lui donner une formation. L'avantage dans une plantation de poivre, c'est qu'on a aussi des bananiers qui nous fournissent les cordes pour pouvoir attacher les branches après la taille. Vous devez dire à la plante, est-ce que tu vas bien? Tu as bien dormi? As-tu de la fièvre? Tu as mal à la tête? Il te faut un comprimé? Il faut parler aux plantes. Il faut converser avec les plantes, les câliner, leur dire qu'on les aime beaucoup. Je t'aime, tu es ma chérie. Il faut leur dire tout ça. Et alors là, elle va vous répondre. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup. Bisous. Quand tu ne dis pas tout ça aux plantes, elles se sentent délaissées. Attends. Avant d'attacher, tu dois les identifier. Cette tige, est-ce bien ma tige? Celle-là, je peux la couper et l'autre, il faut la laisser. C'est ça. Je profite de ce joli interlude musical pour saluer tous les Capverdiens vivant sur cette île de la région autonome de Principe. N'oubliez pas demain, quel que soit votre parti, quelle que soit la couleur de votre parti, ce qui compte, c'est d'exercer son devoir, votre devoir, et de voter. Et maintenant, la voix du Santoméen Augusto, les descendants. Bonne journée, bon travail. Eu saí da minha casa para dançar com os descendentes. Quando cheguei ao meio do salão, os descendentes já saíram. Eu saí da minha casa para dançar com os descendentes. Quando cheguei ao meio do salão, os descendentes já saíram. Encontrei com umas garotas que vieram lá da zona. Dans le sillage de la réussite de Francisco, des femmes comme Elena ont pris le virage de la production et de l'entrepreneuriat ces dernières années à Principe. C'est une figure forte de l'île qui ne laisse personne gérer son commerce à sa place. Je m'appelle Elena Monteiro Almeida Costa. J'ai 46 ans et je suis agricultrice. J'ai commencé à travailler là en 2008. Mais au début, je ne gagnais presque rien, car il fallait tout remettre en état, nettoyer, planter. À partir de 2010, j'ai commencé à gagner de l'argent avec le café, le citron, les bananes, le matabala, le manioc. Puis à partir de 2012, on a commencé à gagner de l'argent avec le poivre. Et je suis devenue plus indépendante. En 2014, je suis devenue responsable de la filière. Je me suis davantage consacrée au poivre. Et je pousse les autres à faire comme moi.
parce que c'est un bon produit d'exportation. C'est une plante qui a un bon rendement. Un seul pied suffit pour qu'une personne puisse gagner assez d'argent pour acheter du sel, du savon, de l'huile. Pour avoir un poivrier qui double en productivité, l'agriculteur doit impérativement faire ses tailles. Une agricultrice comme moi est autonome. J'ai les tuteurs pour corriger, j'ai des boutures pour replanter. Milk? Yes. Desce outro. Desce outro. Dá, Azofo, show. Ronaldo, traz pra mim. Antigamente, quer dizer, branco deixa tudo para nós. Les colonisateurs, les Blancs, ils ont tout abandonné. Toutes les structures, les séchoirs. Quand l'État a tout repris, plus personne ne travaillait. L'activité a dégringolé. Ils n'espéraient qu'une seule chose, le retour au système d'avant. C'était la honte. Le but aujourd'hui, pour tous les cultivateurs de poivre, c'est d'être indépendant et de tout miser sur l'export. Sinon, on reviendrait au système d'avant et on serait de nouveau dépendant. Et ce serait vraiment, vraiment triste. Bonjour Elena. Bonjour Yannou, ça va? Ça va le travail? Je t'ai amené le poisson. C'est du poisson de quand? De ce matin? Non, il est d'hier. Qu'est-ce que tu prépares pour le repas? Je fume le poisson, je le prépare pour faire un molo de fogo, une sauce de feu. Tu mélanges le poisson frais avec celui qui est fumé. Tomates, oignons, piment fort et huile de palme. C'est pour le mollieu de fogo? Oui, pour le mettre dans la sauce. Yann, écoute-moi. Tu dois cultiver tout ce qu'il est possible de cultiver. C'est vrai. Pour le manger, pour le vendre, pour faire du troc avec du poisson. Tu l'emmènes sur le marché et tu verras.
Oui, on n'aura rien à demander à personne. Fais pousser tout ce que tu peux. Un peu de ceci, un peu de cela. Tiens-moi ça, il faut que j'aille couper ça là-haut. Moi, je travaille toujours plus. Je paye d'autres personnes car je n'ai pas le temps de tout faire moi-même. Tu as des bananes pour mettre à frire dans l'huile. Tu as du citron pour mettre sur le poisson. Tu as du poivre pour assaisonner ta viande. La terre nous appartient. Il faut qu'on agisse. On dise au gouvernement que tous ces lots de terre perdus, abandonnés, il faut y cultiver des bananes, plus de poivre, plus de cacao, plus de café. C'est le message que je veux faire passer. Et demain, nous aurons nos bateaux et nos avions, comme le Cap-Vert. Prends la bouteille d'huile pour moi. Non, l'huile de palme. Le dénouement du Tchiloli est proche. L'accusé est jugé sur la place publique. Les pièces à conviction ont été présentées. La sentence tombe enfin. L'audience est ouverte pour le prince. Votre Altesse royale, Monsieur le ministre de la Justice, je vous demande la permission de lire publiquement la sentence de mort prononcée contre le prince Carlotto pour homicide volontaire. Le verdict est sans appel. Le peuple santoméen a été entendu. Il peut désormais célébrer sa victoire et entamer son deuil sereinement. Ce café est bien torréfié. Il a la couleur parfaite, la couleur qu'il faut.
Aujourd'hui, il est très important de faire de l'agriculture biologique, parce que Sao Tomé est un petit pays vulnérable. Sur nos parcelles, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux endémiques, par exemple. En faisant de l'agriculture raisonnée, nous préservons l'écosystème de notre pays. C'est une tortue mâle. Elle était sous l'eau, je l'ai vue. J'ai lâché mon fusil pour aller l'attraper. Comme c'est une tortue assez jeune, l'action sous l'eau se passe en quelques secondes. Il ne m'a fallu que 10 ou 15 secondes pour lui retourner la tête vers le haut. Avant, il pouvait m'arriver d'attraper 5 à 6 tortues par jour, comme celle-là. Si je vendais sa carapace, vu qu'elle est de race Sada, une race qui peut être utilisée pour l'artisanat, cette carapace a de la valeur. À l'époque, j'aurais pu en tirer une belle somme. J'ai arrêté de chasser les tortues pour les vendre et les manger. Et je suis devenu un conservateur de tortues. Pour que les gens arrêtent de les tuer et ne les attrapent plus pour les vendre. On va l'amener au fond là-bas. Tu tiens bien? Ce que j'infligeais aux tortues, je ne le referai plus jamais. J'étais capable d'en attraper beaucoup chaque jour car je connaissais tous les bons coins. Là où elle dormait, là où elle mangeait. Parfois, je sortais de chez moi uniquement pour le plaisir de les tuer. S18. S. Là-dedans, il y a un peu d'alcool. J'y ai mis un petit morceau de chair.
Toutes ces données vont être analysées par la biologiste qui est le chef du projet. Cette tortue va être étudiée pour savoir d'où elle vient, où elle est née et la zone où elle vit. Au début, quand je tuais les tortues, je ne savais pas ce que ça représentait une tortue dans la mer. Je ne savais pas qu'en les chassant, l'espèce tout entière pouvait disparaître un jour. Cela fait 4 ans que je n'ai pas vu une seule personne consommer de la viande de tortue ici à Porto Alegre. Quand je chassais les tortues pour les vendre et les manger, je n'avais pas beaucoup d'affection pour elles. Je n'avais jamais attrapé une tortue à main nue. Mais depuis que j'ai arrêté de les tuer, on est devenus comme des amis. Aujourd'hui, il est très rare qu'elle s'échappe en me voyant dans la mer. Aujourd'hui, quand une tortue me croise dans l'eau, elle s'approche de moi. Elle sait maintenant que je ne fais plus ce que je faisais dans le passé. Comme une centaine d'autres centoméens, Aladim et Egas ont rejoint le projet Tatou, un programme qui protège les tortues marines et les sites de ponte depuis 2003. Mais ce n'est que depuis 2014 que la capture et le commerce des tortues marines sont interdits par la loi. La protection de l'environnement est devenue une priorité nationale et le gouvernement mise sur le développement de l'écotourisme. 4 espèces de tortues viennent, de septembre à avril, pondre sur le sable blanc de l'archipel. Elles sont toutes menacées d'extinction. Je m'appelle Egas d'Almeida. J'ai 38 ans. D'habitude, je me rends compte qu'un nid est ouvert car je vois les traces des pattes des bébés déjà sortis. Là, il y a la date, 15 février 2018. Ça veut dire que ce nid est là depuis déjà 2 mois et que je peux l'ouvrir. Même si les bébés ne sont pas tous sortis, je peux l'ouvrir car ils ont déjà 2 mois. Dans la plupart des nids, les bébés sont déjà tous sortis, mais il arrive que l'on trouve un bébé ou 2 qui sont encore au fond du nid. Il y en a qui sont malades, qui sont nés avec une malformation, avec des problèmes aux pattes. Alors il faut faire un massage pour les réanimer, ensuite on peut les mettre à l'eau. Il faut profiter des moments comme celui-ci, car il n'y a pas de faucon. Je vais en profiter pour libérer ces 2 bébés pour que le faucon ne les attrape pas. Les bébés sont vivants et quand on creuse, si l'on touche quelque chose de plus rigide, il faut faire attention car justement c'est sûrement un bébé. Ici, il n'y a pas de cailloux, donc si on sent quelque chose, il faut s'arrêter. Et si on s'aperçoit que ça bouge, alors on creuse avec délicatesse, on passe la main en dessous et on le remonte. Cela fait déjà 3 ans que je fais ce travail et cette année, il y a eu davantage de nids. Aujourd'hui, la tortue est moins chassée, donc c'est normal qu'il y en ait plus. J'aime bien quand je trouve un bébé dans un nid. Je le remonte et je le libère pour qu'il puisse vivre.
Les femmes aussi doivent apprendre à bêcher. Ce n'est pas qu'un travail d'homme, c'est pour les femmes aussi. Et ici, à Principe, en particulier dans notre zone, il y a beaucoup de femmes qui sont des travailleuses acharnées. Un fils ou une fille qui fait des études, c'est très important. Mais il y a aussi le travail manuel. Celle qui va à l'université, quand elle est à la maison, elle apprend à travailler avec la bêche. Elle apprend le commerce aussi. Elle apprend que ça vaut le coup de travailler dans l'agriculture. Nos mères, autrefois, travaillaient pour les Blancs. Elles travaillaient pour les entreprises, elles travaillaient pour les autres. Aujourd'hui, certains vendent leurs terres au lieu de travailler pour eux-mêmes et sont démunis. Mon conseil est de prendre exemple sur moi. La question est surtout de ne pas avoir faim à la maison. Moi, j'ai plein de choses qui sont plantées et qui me permettent de vivre. Tout ce que je fais me permet d'obtenir du rendement. Et je n'ai jamais peur. Je ne suis jamais paresseuse. Je ne dépends de personne. Je suis forte. Allez, on entre bien dans le match. Mon équipe, c'est celle de Montecafé. C'est les enfants que j'ai entraînés. Aujourd'hui, ils jouent un match du championnat national. Les autres équipes qui s'entraînent ici ont un meilleur niveau technique que nous, parce qu'ils ont un meilleur terrain et plus de ballons. Mais notre équipe est plus imposante. Les joueurs sont de nature plus forte, ils sont plus costauds, plus grands. Alors nos adversaires doivent faire beaucoup d'efforts pour nous battre. Dans le passé, les gens disaient « Vous n'êtes qu'un grain de sable sur la carte, vous n'avez pas votre mot à dire ». Mais moi, je reste persuadé que même si on est un petit pays, on peut devenir une nation forte. D'abord parce que nous avons un niveau d'éducation élevé et que la jeunesse de ce pays veut voir autre chose, avoir une vision du monde différente. Il y a eu une époque où le monde était fait d'esclavage et d'exploitation. Mais le monde évolue. Les inégalités disparaissent petit à petit. Nous ressentons le poids du passé, mais il faut aussi qu'on tire profit de ce que les Blancs ont abandonné sur place pour créer un meilleur avenir.
L'Empire portugais a fait de Sao Tomé et Principe un des plus importants producteurs de cacao au monde. Il laisse derrière ses exploits commerciaux une population aux racines diverses qui apprend depuis 40 ans à vivre libre et ensemble. Le destin de l'archipel semble être aujourd'hui entre les mains de sa jeune génération. Le pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les Santoméens peuvent désormais devenir maîtres de leur avenir. En protégeant son environnement, en misant sur l'éducation ou encore en se réappropriant ses systèmes de production, Sao Tomé possède toutes les clés. Comment le pays va-t-il gérer les cicatrices de son passé et faire face aux défis de la mondialisation? Il faut se rappeler que le Chiloli est une pièce de théâtre pleine de rebondissements, propre aux Santoméens. C'est une tragédie, mais une tragédie qui finit bien.